Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nous allons parler de la disposition d'Ansardine à privilégier le dialogue pour la résolution de la crise malienne. Le sommet d'Abuja, la réélection de Barack Obama seront donc les questions que nous allons aborder avec nos invités. Adam Cham du journal Le Républicain, Alexis Calambri du journal Les Échos, Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Le groupe Ansardine de Yad Agali disposé à privilégier le dialogue pour la résolution de la crise malienne. Il l'a fait savoir en début de semaine à Ouagadougou à l'issue d'une rencontre avec le médiateur de la CEDEAO. Dans sa déclaration, la délégation du groupe Ansardine a tout d'abord manifesté son indépendance en tant que groupe autonome et responsable. Ce groupe islamiste armé au nord du Mali entend rétablir la paix et la sécurité dans leur zone de contrôle et trouver une solution politique juste et durable à la crise au nord du Mali par la voie du dialogue. À cet égard, la délégation a recommandé au médiateur de la CEDEAO la mise en place d'un cadre de dialogue comprenant la délégation du gouvernement de transition du Mali, les représentants des mouvements armés maliens, l'Algérie, ainsi que d'autres partenaires de la communauté internationale. Par conséquent, soucieux de promouvoir le dialogue direct, le groupe Ansardine renouvelle au médiateur sa disponibilité à engager un dialogue franc et constructif. La disponibilité du groupe Ansardine à s'engager immédiatement dans un processus de dialogue avec les autorités de la transition du Mali vise aussi à l'aboutissement d'un arrêt complet des hostilités et au respect des droits et des libertés fondamentales. La médiation de la CEDEAO a pris acte et a favorablement accueilli cette déclaration. Nous souhaitons que, au-delà de la déclaration d'intention, de manière effective, par les actes et les comportements de tous les jours, le groupe Ansardine mette en œuvre les déclarations qui ont été ainsi livrées à la connaissance de l'opinion. Ansardine compte poursuivre les concertations avec les autres mouvements armés et les populations du Nord Mali. La délégation présente à Ouagadougou a lancé un appel à l'ensemble des mouvements armés à prendre les dispositions visant à créer la confiance nécessaire à l'établissement d'un dialogue politique inclusif. Alexis Calambri, faut-il croire à Ansardine? Est-ce que cette offre n'intervient pas un peu tardivement si l'on sait que le déploiement militaire semble inéluctable désormais? Non, à mon avis, il y avait des préalables à discuter. C'est-à-dire renoncer à... pour moi, le tout n'est pas de dire on renonce au terrorisme comme ça a été annoncé, mais la question pour Ansardine, ce n'est pas le terrorisme, c'est, disons, la charia. Donc pour moi, les postulats de base, ou en tout cas les bases de la négociation, sont très flous encore. C'est-à-dire sur quelle base on va négocier, qu'est-ce qu'on va négocier réellement, c'est pas connu. Donc c'est mal à manger. Est-ce que c'est un message au sommet d'Abuja, un message de la part de Ansardine au sommet des chefs d'État qui se réunissent à Abuja? Je crois que c'est un message. C'est un message d'autant plus que pour la première fois, on a eu au sein d'Ansardine, parmi les représentants d'Ansardine, toutes les tendances au sein de ce groupe-là. Pour la première fois, on a vu Amada Agbibi. Amada Agbibi, qui est réputé pour être quelqu'un de modéré, qu'on n'avait jamais vu jusque-là dans le groupe d'Ansardine. On a vu Harib aussi. Harib, c'est l'oncle d'Ibrahim Agbanga. Donc la tendance d'Ibrahim Agbanga a été représentée. Je pense que c'est un message, mais ça ne va pas, à mon avis, empêcher de voir venir ici, au Mali, des troupes étrangères. Vous avez vu, on va parler tout à l'heure du sommet d'Abuja. Il y aura deux choses de manière concomitante. Donner une chance à la paix, ça ne va pas durer, à mon avis, mais de l'autre, on va continuer les préparatifs de la guerre. Maître, l'offre de dialogue de Ansardine? Oui, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas rester indéfiniment dans la guerre. Il va falloir, dans tous les cas de figure, négocier un jour ou l'autre. Ce qui me gêne dans ce dossier, c'est qu'il faut que les préalables absolus soient fixés, il faut que les limites soient nettement indiquées. Et dans cette affaire-là, je ne sais pas où est le Mali, jusqu'à présent. C'est Ansardine qui se déplace pour aller voir le médiateur, qui accueille favorablement ce qui a été indiqué en termes de rejet de l'extrémisme et de la terreur. Mais il faut rappeler simplement que l'on est dans un contexte où les victimes sont parmi nous. Les mains coupées, les pieds coupés, ceux qui ont été lapidés, ceux qui ont été tués sont parmi nous.
rien ne peut se faire, rien ne doit se faire sans qu'au préalable, on ait eu au moins un mot et des gestes très forts vis-à-vis de ces personnes qui sont des victimes, encore une fois. Adam Thiam. Ansardine a envoyé à Ouaga les colombes, mais les faucons, eux, sont restés à Alger. Le groupe qui a parlé à Ouaga pour se dédire peu de temps après et qui s'est désolidarisé du terrorisme et de tout extrémisme n'est pas celui qui dirige en Sardine. Celui qui dirige en Sardine, c'est connu, c'est Iyad. Un message de désolidarisation de lui est plus fort que venant de toute autre personne de la galaxie. Et donc, ce qui est un peu surprenant, c'est on savait que l'Algérie était hostile à toute intervention étrangère. Ça n'est pas du tout que elle ne veut pas que Ansardine soit frappée comme les autres. Il y a ça, mais elle est hostile à toute intervention étrangère. Et ce qu'on ne savait pas, c'est comment le Burkina pouvait être effectivement aussi le sous-instrument de l'Algérie dans cette stratégie-là. Okay. Oui, je ne pense pas que le Burkina soit le sous-instrument de l'Algérie dans cette affaire. Je pense qu'on assiste à une coordination des médiations aujourd'hui. Il y a l'Algérie, c'est incontournable parce qu'elle a une frontière avec la région de Kidal, mais le Burkina, parce que c'est quand même la médiation désignée par la CEDEAO. Moi, ce que je dis généralement, c'est que si le Burkina arrive à éviter vraiment la guerre, le Burkina aurait mérité le prix Nobel de la paix. Parce que, à mon avis, au stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'éviter un conflit. Mais le prix Nobel, le Burkina ne l'aura pas sur cette affaire. Pour la simple raison que la seule personne qui était habilitée à se désolidariser de AQMI, c'était Iyad Agali. Il était en Algérie. Pourquoi cette double négociation pour quelque chose qui est quand même très simple, c'est de se désolidariser de Moujao et de AQMI. Ok. Les chefs d'État sont réunis à Abuja. Maître Konaté, est-ce que cette sortie d'Ansardine peut atténuer la rigueur du communiqué final de la déclaration d'Abuja, par exemple? Est-ce que ça peut avoir des impacts sur l'issue de la rencontre d'Abuja? Je ne le sais pas, je pense qu'on attend le communiqué final, il va tomber. Il est sorti, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Je ne suis malheureusement pas informé. Oui, l'avantage, ce que j'ai fait, ce qui est bien avec la rencontre de Abuja, c'est qu'on a vu l'Algérie participer à un niveau quand même respectable, on a vu la Mauritanie, et dans la troupe qui se constitue, il y a beaucoup d'États hors CEDEAO, en plus hors Afrique, non, même hors Afrique, donc qui sont annoncés au cas où ce sera, et encore une fois, la CEDEAO met comme plan B l'option militaire. Donc, je pense qu'on donne encore une chance aux négociations à la paix. Après le sommet d'Abuja, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé l'envoi de 3300 hommes, soldats au Mali, pour reconquérir le Nord, aux mains des djihadistes. Il a précisé qu'il y aurait parmi ces troupes des Nigériens, des Burkinabés, des Sénégalais. Il a également précisé qu'il y a les négociations étaient en cours avec le Tchad, avec la Mauritanie, et que visiblement, il faut s'attendre à un soutien logistique, comme Alexis l'a dit, des pays européens. Okay. Donc on a deux fers au feu, donc on continue à préparer la guerre et on donne une chance à la paix. Okay. L'avantage, jeudi prochain, il y a un sommet en France qui va réunir avec la France 5 États européens, toujours autour de cette question. Sur la formation des troupes maliennes par des instructeurs européens. Justement, puisqu'on a vu cette tribune co-signée par la France et l'Allemagne, on sait que ce sont deux pays, la locomotive de l'Union européenne. Est-ce que finalement la posture du Conseil de sécurité, ce sera une posture irréversible pour renforcer et intensifier le soutien en faveur du déploiement militaire, Madame Thiam? Alors donc, moi, la lecture que je fais de la réunion de Abuja, c'est qu'elle a mis à mort la doctrine des pays du champ, dit du champ, parce qu'il y avait une participation non seulement algérienne et mauritanienne, mais il y avait une participation libyenne, tchadienne et marocaine. Et ça, c'était la position de la CEDEAO depuis novembre 2011, qu'on ne peut pas enfermer la question sécuritaire du Sahel-Sahara sur les seuls pays
pays du champ parce que même si ces pays sont l'épicentre de la crise, elle peut avoir des retombées hors du champ. Et donc pour moi c'est ça qui est important, c'est-à-dire l'Algérie, malgré tout ce qu'elle fait, n'a pas été entendue à Abuja. Le discours de Jonathan est très clair, il n'y a pas d'alternative à la guerre. Parce que personne, souvenez-vous, n'a refusé la négociation. On a dit qu'il faut négocier avec ceux qui veulent la paix et faire la guerre aux autres, n'est-ce pas? Donc aux terroristes, etc. Et je crois que de ce point de vue, effectivement, diplomatiquement, ça n'est pas une grande victoire pour les tenants de la seule ligne de la négociation ou pour tous ceux qui sont hostiles à l'intervention militaire, parce que tout se passe comme si elle est inévitable. Maître Konaté, est-ce qu'on peut parler de dilemme entre la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali, la cohésion nationale et la lutte contre l'impunité? Vous le disiez, il y a eu des exactions au nord. Alors aujourd'hui, l'objectif est vraiment la reconquête, la réunification de tous les Mali. Est-ce que les deux thèses sont antinomiques, la reconquête de l'intégrité, l'unité nationale et puis les exactions commises au nord? Sur la reconquête de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national du Mali, il n'y a aucune difficulté. Nous avons forcément et infailliblement besoin de l'extérieur. Je pense que les mobilisations aujourd'hui, tant à Abuja qu'en dehors d'Abuja, indiquent très clairement et très nettement la détermination de la communauté internationale à nous aider et à nous appuyer à ce niveau-là. À côté, c'est vrai qu'il y a un discours dormant, et c'est ce que j'appelle vraiment un discours dormant, aussi bien de la médiation burkinabé que dans un certain nombre de pays, notamment l'Algérie, pour lesquels on connaît aujourd'hui les doctrines qui sont exprimées, pour indiquer encore qu'il y a de la place à la négociation. La veille de la guerre, encore, il y aura place à la négociation. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas négocier avec des gens qui viennent aujourd'hui vaillamment à Ouagadougou pour nous dire simplement qu'ils ont renoncé à la terreur et à l'extrémisme. Il y a des préalables fondamentaux et je pense qu'aujourd'hui, la partie de la négociation qui implique la communauté internationale est ce qu'elle est, mais au plan intérieur, aujourd'hui, le Mali doit encore une fois de plus réfléchir par rapport à la doctrine qui doit être la sienne sur ce dossier-là. Je pense que la doctrine nous permet aujourd'hui de dire jusqu'où on peut aller dans l'hypothèse de la négociation. Notre expérience de la gestion des crises passées, et des irrédentismes passés montre quand même que chaque fois que nous avons privilégié cette réconciliation au détriment de la justice, c'est revenu et on a eu les deux, ni la justice ni la paix. Donc à mon avis forcément il faut que dans tous les cas il y ait ce volet justice-là. Je voudrais quand même dire que le fait de monter la pression sur les djihadistes, ça porte des fruits. Maître Konaté, il lui arrive de me reprocher d'aller faire mon boulot dans le nord où il ne va pas, il va ailleurs. Mais ils sont en train de décamper aujourd'hui. Dans le Moujao, par exemple, c'est la panique. Vous avez des gens du Moujao qui abandonnent tout et qui repartent par la frontière nigérienne ou qui reviennent par Mopti. Donc c'est très important, je trouve, de maintenir la pression sur les djihadistes, de leur montrer que, attention, on peut attaquer. Et là, ça peut se décanter. Moi, je ne pense pas qu'une guerre soit forcément une bonne chose. Parce que la difficulté aujourd'hui d'avoir une guerre, de mener une guerre dans le nord du Mali, c'est que vous avez des populations réfugiées. Donc les populations réfugiées sont en dehors du territoire. Mais à l'intérieur, vous avez des populations déplacées. Est-ce qu'on ne va pas les prendre pour des cibles à un moment? C'est très compliqué. Mais cela n'empêche, il faut reconquérir le nord du Mali par tous les moyens. Mais il ne faut pas seulement dire, oui, il faut négocier. Non, il ne faut pas négocier. Je pense qu'il faut faire effectivement les deux choses à la fois. Négocier avec ceux qui veulent négocier et faire la guerre à ceux qui ne veulent pas négocier. Serge, il n'y a pas grand monde qui reste en dehors de ceux qui sont les vrais violateurs de la loi et contre lesquels il faut faire la guerre. Tu parles de choses que tu sais, sans doute. Il faut peut-être pas faire la guerre compte tenu des conséquences que l'on peut imaginer, mais la menace de guerre doit être permanente. Il ne faut pas baisser la pression. On est d'accord. Adam Thiam, un dernier mot sur cette question. Moi, je ne sais pas. Le Mali n'est pas le troisième Reich. On ne veut pas déclarer la guerre. On veut défendre notre territoire. On veut reconquérir l'intégrité nationale du Mali. Et personne ne veut faire la guerre. Il se peut simplement qu'à ce stade, elle soit inévitable. Et
Et pendant qu'il est inévitable, je pense que personne ne crachera sur l'option de la négociation. Elle se fera avant le conflit, la veille, elle se fera durant le conflit, elle se fera après le conflit. Nous devons nous entendre là-dessus. Moi, j'aimerais rebondir sur un aspect de propos d'Alexis. La justice, oui. Mais vous savez, Alexis, la justice, elle a double sens. Il faut quand même il faut savoir que des populations civiles ont payé de leur vie et les deux rébellions, toutes les rébellions que nous avons vues jusque-là. Et donc, ce qui est acceptable des rebelles ne l'est pas de l'État. Et donc, je pense qu'il y a justice à double sens et il y a, à mon avis, simplement un devoir de mémoire et de réparation que l'État doit accepter et éviter effectivement qu'il y ait de la répétition de telles erreurs du passé dans la reconquête à venir. On va évoluer dans cette émission Assise nationale ou concertation nationale. Le projet sera matérialisé dans les prochains jours. Dans une adresse à la nation, le Premier ministre est revenu sur leur pertinence. Cheikh Modibo Diarra qui en a profité pour revenir sur, je cite, cette prétendue histoire de candidature à la présidentielle. Nous l'écoutons. Comme leur nom l'indique, elles doivent avoir un caractère national, c'est-à-dire inclusif. Leur objectif ultime est de regrouper et non de diviser. Elles doivent réunir et non exclure. Elles visent à mobiliser tous les Maliens pour un objectif commun et non à les dresser les uns contre les autres. Je voudrais conclure sur des rumeurs qui agitent notre microcosme politique. Il s'agit de cette histoire de prétendue candidature à l'élection présidentielle qu'il me semble prématuré d'évoquer en cette phase cruciale de notre histoire en tant que nation. À chaque jour suffit sa peine. Cheikh Modibo Diarra par rapport aux assises nationales et par rapport à, je cite, cette prétendue histoire de candidature à la présidentielle. En tout cas, une certitude par rapport à ces assises nationales, le FDR n'y participera pas. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie l'a fait savoir à travers une conférence de presse suivie par notre reporter Daouda Kamati. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République dit ne pas participer à une concertation nationale telle que proposée par le gouvernement, quand bien même qu'elle est nécessaire. Point d'achoppement, la désignation des membres de la commission technique, de la commission d'organisation et enfin des termes de référence qui ne correspondent pas aux aspirations du FDR. Selon eux, cette concertation ne permettra pas la participation de toutes les sensibilités de la population malienne. Les conditions dans lesquelles les concertations sont préparées ont été donc des conditions d'exclusion et qui n'ont pas permis à tout le monde de participer puisque les jeux étaient faits d'avance. Ces documents, de par le contenu, de par les propositions qui sont esquissées, les hypothèses de travail, nous estimons que c'est un danger d'aller dans ces conditions-là. Après analyse du document qui leur a été proposé devant servir de base aux concertations nationales, le FDR déplore la remise en cause des institutions actuelles. Les leaders vont plus loin en disant que c'est la constitution du 25 février 1992 qui serait tout simplement mise dans les tiroirs pour aller à la création d'une 4e république en vue de réformer la vie publique et politique. Deux approches qui sont prévues. La première approche, c'est l'ordre qui est là maintenant qu'on met en cause, suivant certaines propositions. Et ensuite, la deuxième variante, là on sort carrément de l'ordre constitutionnel, on veut créer une 4e république. C'est pour cela que le FDR est dans cette position. Nous avons dit concertation oui, mais pas tel que ça se présente aujourd'hui. Pour le FDR, une concertation nationale en ce moment est inopportune car elle pourrait entacher la volonté de la communauté internationale qui veut aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale. Mais la question qui se pose, jusqu'où le FDR entend aller pour faire fléchir le gouvernement qui est déjà déterminé à organiser ces concertations nationales. Voilà. Est-ce qu'on va devant un bras de fer, FDR, gouvernement? Est-ce que déjà on peut abonder dans le même sens que le journaliste qui pense que les concertations peuvent un peu émousser l'ardeur, l'élan de la communauté internationale à soutenir le Mali? Maître Konaté. Je ne partage pas du tout l'opinion de ce journaliste-là. Il faut dire clairement les choses. Les concertations nationales n'ont de sens que lorsqu'elles permettent d'appréhender les difficultés
auxquels nous avons été exposés depuis le 22 mars et bien avant d'ailleurs. Deuxièmement, il n'y a pas de concertation nationale si l'ensemble des entités maliennes ne se retrouvent pas là-dedans. Troisièmement, on n'est pas là, dans le cas des concertations nationales, pour se dénombrer. Il ne s'agit pas de dire, je représente le parti Adéma, je représente le MPR, je représente le CENID, je dois avoir 10, 15, 20 postes. On a besoin non pas de nombre, mais on a besoin d'entendre l'expression profonde des véritables acteurs du Mali. Et je pense que le FDR, aujourd'hui, n'a pas totalement tort par rapport à ce qu'elle dit, pour simplement indiquer aujourd'hui que le timing, le contenu, la manière, la méthode et la méthodologie dans le cadre des concertations nationales doivent être pilotés de manière objective. Deuxièmement, donner l'occasion à tout le monde de participer. Je crois qu'il n'est pas du tout nécessaire de faire des concertations nationales si tout le monde n'y est pas et si on ne parle pas de tout. Alexis? Oui, moi je mets en balance ou en parallèle la sortie du PM et la déclaration de la conférence de presse du FDR. C'est vrai que le PM c'était le vendredi après-midi, mais à la limite, il n'a rien dit, en tout cas il n'a rien clarifié, mais entre les lignes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne nous rassure pas sur sa candidature, en tout cas il boite en touche plutôt que de clarifier. Et deuxièmement... une prétendue histoire de candidature. Voilà. Prétendue. Oui, mais il aurait pu dire qu'il n'est pas candidat comme, le Gentleman Agreement le confirme. Il aurait pu dire qu'il n'est pas candidat, ça clarifiait. Mais deuxièmement, par rapport aux concertations, je l'ai trouvé rigide sur sa position, parce que les gens d'en face ont des revendications souvent légitimes. Je pense qu'il peut encore évoluer sur certains points. Moi, je veux faire l'état des lieux à l'occasion de ces journées de concertation. Vous avez une partie de la classe politique malienne qui rêve de transformer ces journées de concertation en conférence nationale souveraine. Ça, c'est un. Vous avez d'autres hommes politiques maliens qui espèrent pouvoir émerger de leur labyrinthe grâce à cette conférence nationale, à cette journée de concertation. Les thèmes de référence, vous savez qu'il y a des thèmes de référence qui ont déjà été proposés. Les thèmes de référence sont contestés aujourd'hui. Le Premier ministre, tout à l'heure, il ne répondait pas à une question qu'on lui posait, c'est-à-dire qu'il se posait lui-même une question à laquelle il répondait, c'était la question de sa candidature. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Adam Thiamet, il adore c'est un spécialiste de la langue française à ses heures perdures. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Non, c'était par rapport aux exactions subies par les populations. J'avais pas compris. Je pensais que c'était à propos de sa candidature. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire si le Premier ministre est candidat ou s'il n'est pas candidat. Donc le suspense demeure. Arantion, par rapport aux concertations nationales, on a l'impression que c'est une trouvaille de la primature, alors que le président par intérim, à son retour de Paris, en avait parlé également. Oui, et avant le président par intérim, l'accord cadre avait dit qu'il fallait des assises nationales pour s'entendre sur la durée de la transition, les organes de la transition et le fonctionnement de la transition. Donc, c'est une demande qui tarde à être exécutée. Elle a été reprise, c'est vrai, par le président. Mais pour en revenir à Cheikh Modibo Diarra, je crois que ce qu'il a dit, moi, j'ai pas tout suivi tout le discours, mais ce qu'il a dit, si on s'en limite là, ça veut dire que le Premier ministre est capable de reconnaître effectivement que la préparation de ce forum n'est pas inclusive. Quand il dit que ça ne sert à rien de la tenir sans tous les acteurs, peut-être que ce qu'il est en train de préparer, effectivement, c'est simplement de rebeloter ou de renoncer simplement à la tenue de cette conférence nationale, parce que cette question aussi se pose à moins de 6 mois de la fin de la transition. Qu'est-ce qu'une conférence nationale va faire? Pour ce qui est de sa candidature, oui, c'est vrai qu'il aurait pu dire je ne suis pas candidat, ou faire comme Dadis pour dire je suis candidat, rien ne m'empêche d'être candidat. Mais quand il dit que ces prétendues allégations de sa candidature, ça veut dire que lui n'a rien dit, n'est-ce pas? Et donc il est en train simplement d'être accusé. Mais on verra. Je pense que candidat ou il n'est pas candidat? Je ne sais pas. Je pense que c'est un signal que Cheikh Modibo Diarra voulait lancer à Abuja la veille, parce qu'il est évident que dans le huis clos de chef d'État, cette question a été évoquée. Est-ce qu'il a le droit d'être candidat?
Bon, peut-être la jurisprudence des transitions africaines, elle est là. La jurisprudence des transitions africaines, c'est pas qui pose la question. Mais c'est à vous. Il ne me regarde pas. Non, parce qu'il a le droit d'être candidat. Mais bien sûr, et je vais vous répondre sans langue de bois, d'ailleurs, très nettement. Mon opinion. Aujourd'hui, il n'est interdit à personne d'être candidat à quelque poste électif que ce soit. Même au capitaine Sanogo. Laisse-moi terminer. Deuxièmement, par contre, la morale, la décence, la quiétude, le calme et la sérénité veulent qu'un certain nombre de personnes se mettent en dehors du jeu électoral qui va s'ouvrir. Le Premier ministre, le président l'applique, les ministres, le capitaine Amadou Yahya Sanogo et toutes les personnes qui ont compté dans le cadre de cette transition ne doivent pas prendre part aux élections qui vont s'ouvrir. Et mon souhait le plus ardent, personne ne m'a posé la question, c'est que ces élections aient lieu au plus tard. Ok. Bon, moi, je vais revenir. Je vais vraiment revenir un peu sur les concertations nationales. Est-ce que, maître, même si on est à 6 mois de la fin de la transition, puisque depuis le 22 mars, il y a eu une rupture au niveau des bords politiques, les partis politiques ne se sont pas retrouvés. Est-ce qu'il ne faille pas qu'ils se retrouvent, qui parlent, même si on est à 6 mois de la fin de la transition? Bien sûr, je n'avais pas eu l'occasion de répondre tout à l'heure à Adam Cham, mais je veux dire, le temps, à la limite, n'est pas un facteur négatif pour réunir ces concertations nationales. Au-delà de ce que ça a été indiqué dans les accords, au-delà de ce que le président l'applique l'a dit, c'était une demande profonde, justement, des Maliens. Je pense qu'il faut faire 2-3 constats aujourd'hui. Du 22 mars à aujourd'hui, on n'a jamais fait l'état de la nation. Il est important aujourd'hui de nous replonger dans la situation par le passé et de nous projeter par rapport à l'avenir. Ce n'est pas les États généraux de la nation. Ce n'est pas les États généraux. Non, c'est un État conférence nationale. C'est un jeu de concertation. Surtout qu'elle n'est pas souveraine du tout. Mais simplement, non, Alexis, ce que je veux dire, c'est que je veux dire, le problème c'est que Maître terminer la parole. Je veux simplement indiquer qu'il faut au moins pour les Maliens aujourd'hui faire un état minimum de santé de notre nation aujourd'hui. Deuxièmement, les partis politiques, les organisations politiques, les corporations politiques ont toujours eu du mal à se parler si ce n'est au loin. Les concertations sont véritablement un indicateur pour eux, justement. De moi, je sens pas une volonté réelle d'aller au conseil. Si vous voyez, ça fait maintenant c'est la 3e date qui est fixée là, et toujours pas d'entente. Les TDR ont été vus je ne sais pas combien de fois, l'équipe. Donc, pourquoi, si on veut vraiment des concertations nationales, pourquoi ne pas franchement mettre une équipe d'organisation indépendante et autonome du gouvernement de la République malienne, de toutes les Moi, je voulais ajouter que depuis le coup d'État militaire du 22 mars dernier, la seule fois où les Maliens se sont retrouvés pour parler, c'était à Ouagadougou, c'était hors du pays. Pour une fois, je pense qu'on peut parler entre Maliens au Mali, pourvu qu'il n'y ait pas de débordement. Tout à fait. Voilà. Adam, tu peux conclure. Bon, oui, l'avion envoyé pour transporter le Malien, c'était 190 places, donc c'est pas vraiment beaucoup de Maliens. C'est pas beaucoup de Maliens qui étaient à Ouagadougou. Je me permets de te dire que les Maliens sont allés à Ouagadougou en prenant la route, en prenant le bus, et sans être invités parfois. Voilà. Oui, non, d'accord. Mais donc il y avait 425 personnes à Ouagadougou. À ta journée de concertation nationale, tu n'auras pas 500 personnes. Ok, Serge, on va laisser Adam terminer. Oui, c'est ça. On ne sait pas. Serge prophétise, mais on ne sait pas. En vérité, c'est pas à nous de dire quels sont les objectifs de ces concertations nationales. Ils sont déjà connus. Ils sont déjà connus. Le président par intérim l'a dit. C'est pour valider un peu les organes qu'il propose, c'est pour discuter un peu de la libération du Nord, c'est pour voir un peu la durée, le fonctionnement de la transition. Donc c'est connu. Ce n'est pas les États généraux de la nation dont moi je reconnais le besoin. C'est-à-dire, et je les invoque même, ces États généraux de la nation, parce que c'est tout ce qui peut consolider effectivement la marche de notre démocratie. Donc, Adam Cham, juste un mot et tu seras d'accord avec moi. Depuis le coup d'État militaire du 22 mars, il n'y a jamais eu aucun cadre politique qui ait réuni tous les Maliens en République du Mali. C'est plus que nécessaire.
Il faut le faire. Non, je dis, si les États généraux, oui, moi je les invoque. Mais c'est pas ça l'objectif des concertations nationales. Et il n'y a pas d'objectif connu. Oui. Okay. Voilà. Un mot, on va quitter présent le Mali pour parler de l'assassinat de la directrice du Trésor public de la Guinée. On peut donc dire que la lutte contre la corruption est en rade. On verra tout de suite dans les images. Madame Aïssatou Boiro, la directrice du Trésor public, qui a été assassinée ce week-end. Voilà. Alexis Calambri, on a parlé de règlement de compte. Est-ce que c'est un coup dur à la lutte contre la corruption dans ce pays? Oui, bon, il faut admettre que la Guinée, malgré tout, a quand même connu une histoire politique violente de tout temps. Mais maintenant, avec cette sorte, parce que à la limite, cette fois-ci, c'est vraiment quelqu'un qui était engagé dans la lutte contre la corruption. Et en Guinée, on a vu, c'est la drogue et la mafia qui font beaucoup de ravages dans l'économie. Donc, c'est à la limite, c'est des méthodes mafieuses et c'est de voir de ce côté-là quelles sont les répercussions et les implications. Maître Konaté, par rapport à ce meurtre? Moi, je m'interroge sur la responsabilité première de l'État de Guinée dans ce qui est arrivé à cette dame, directrice du Trésor, qui était au confluent d'un dossier de corruption et de mafia relativement important, qui se retrouve toute seule au volant de sa voiture dans une circulation avec le chauffeur, dans une circulation dense à Conakry, au point qu'un homme armé puisse sortir dans notre véhicule pour venir lui poser la question de savoir si elle était Madame Intel. Elle répond oui, et des rafales. Dans un pays comme la Guinée, et l'homme était habillé en tenue militaire. Dans un pays comme la Guinée, c'est la responsabilité première de l'État de Guinée qui est en cause. On ne peut pas dynamiter des actions aussi importantes sans mettre les acteurs dans des protections absolues. C'est le genre de protection qu'il faut répéter, par exemple, à des gens qui prennent des risques énormes lorsqu'ils vont, par exemple, au nord du Mali pour poursuivre leurs activités professionnelles. Je pense à mon ami Serge Daniel. Okay. Serge, est-ce que vous l'appréhendez? C'est terrible, c'est terrible. Ça me rappelle un peu l'histoire des cartels de la drogue en Guinée. À l'époque, c'était eux qui avaient ils avaient des flingues, c'était les maîtres des lieux, des gens disparaissaient, etc. C'est quand même grave, et je pense qu'il y a eu une condamnation officielle, etc. Il faut qu'on puisse trouver ceux qui ont assassiné cette dame, quand même. Est-ce que vous voyez? Ok. Est-ce que c'est tellement gros si l'on sait que le président lui-même, il y a une année, a échappé à une tentative d'assassinat aussi? Quel président Guinéen Alpha Condé? Oui, vous faites bien de l'évoquer, parce qu'entre-temps, dans la foulée de cet assassinat, il y a eu quand même 2 colonels qui sont morts, donc Aïdoba et Camara, et qui étaient impliqués, qui étaient emprisonnés dans l'histoire de l'attentat contre le président Conté. Mais pour en revenir à cette affaire, c'est quand même triste. Voici une dame qui a travaillé pour l'intérêt de l'État guinéen, qui est mère de famille, qui est une épouse et qui perd la vie aujourd'hui dans des circonstances extrêmement chaotiques et mystérieuses, parce que pour l'instant, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas si l'État va enclencher une enquête pour édifier le pays sur véritablement les mobiles et les auteurs de ce crime. Ok. 4 more years, 4 nouvelles années, c'est le tweet historique de Barack Obama annonçant à ses sympathisants sa réélection à la présidentielle américaine. Retour sur une nuit pleine de suspense à travers ce reportage. L'attente longue, interminable, et soudain, la clameur de la victoire pour les démocrates. Barack Obama reste à la Maison-Blanche, 4 ans de plus. Vous avez réaffirmé cet esprit qui a vaincu de la guerre et de l'oppression, l'esprit qui a sorti ce pays des profondeurs du désespoir, cette croyance que chacun d'entre nous a le droit de poursuivre ses rêves. Des 10 États clés, la grande majorité a penché pour Barack Obama, dont l'Ohio, déterminant depuis toujours pour la présidentielle américaine. Dans cet État, le résultat s'est fait attendre. Il était très serré.
trop pour les Républicains qui refusent dans les premiers temps de reconnaître leur défaite. Seuls quelques milliers de voix séparaient les deux candidats. Mais finalement, Mitt Romney apparaît sur la scène de Boston. Je viens d'appeler le président Obama pour le féliciter de sa victoire. C'est une période de grands défis pour les États-Unis et je souhaite, dans mes prières, que le président puisse guider notre pays. Mitt Romney s'était dit confiant, mais il avait tout de même décidé de prolonger sa campagne avec 2 derniers déplacements dans cette journée de mardi pour tenter de s'attirer les faveurs de l'Ohio et de la Pennsylvanie. En vain. Les mines graves à son QG de Boston témoignent de l'ampleur de la déception. Les républicains comme leurs candidats ont cru jusqu'au dernier moment que la victoire était à portée de main. Maître Konaté, par rapport à cette présidentielle, est-ce qu'on peut dire que c'est Obama qui a gagné ou bien si c'est Romney qui a perdu? Ce qui est évident, c'est que Romney a perdu. Obama a gagné, mais il a eu chaud. Il a eu très très chaud. Et je pense que visiblement aujourd'hui, il va se rappeler 2-3 grandes étapes de sa campagne électorale où on a eu l'occasion de lui rappeler que ses options politiques, notamment le Obamacare, a quand même posé des questions essentielles qui permettent aujourd'hui aux 2 camps en Amérique de s'affronter vraiment violemment. Je pense que l'option libérale aujourd'hui, la question de la prise en charge des individus en Amérique au point de pouvoir leur procurer par exemple des soins de santé est mise en cause par rapport à cette autre option qui consiste à dire en Amérique, il faut compter d'abord sur soi avant de compter sur l'État. Je pense qu'aujourd'hui, incontestablement, l'Amérique a fait la démonstration évidente que son système démocratique est arrivé à sa performance et qu'une place pouvait être faite encore aux minorités et Obama en est la représentation évidente. Je termine juste sur ce point-là pour dire qu'il a certes gagné, il a eu chaud et il va réfléchir sans doute pour être véritablement le président Obama qu'il devrait être les 4 premières années. Alexis, par rapport à l'élection d'Obama, ce qu'il faut comprendre, c'est que Romney est arrivé à la limite sur le rotule parce que les primaires ont été vraiment longues cette fois-ci. Les gens se sont battus jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas désisté. Donc, vraiment, il était esquinté quand il arrivait. Et ensuite, on a vu que autour de Obama, il n'y avait pas cette euphorie qu'on a connue il y a 4 ans. Donc je pense que, comme disait Maître tout à l'heure, que ça va le ramener dans des proportions qui vont le faire réfléchir, le descendre sur terre et s'occuper plus des autres aspects. Il y a 2 choses. Moi, c'est toujours ce qui me fascine chez les Américains, c'est la fête électorale. C'est pas la guerre. On a vu l'adversaire d'Obama dire, je l'ai appelé, j'ai reconnu que c'est ma défaite, alors que chez nous, on serait allé à la Cour suprême, on aurait constitué maître, il aurait fait payer des honoraires pour défendre telle personne parce qu'il y a magouille, etc. Moi, ce qui me fascine chez les Américains, c'est ça. C'est une fête électorale. On ne magouille pas. Mais en revanche, mon inquiétude, c'est par rapport à la future politique extérieure d'Obama. Il y a l'Iran. Est-ce que il va pas donner le feu vert à Israël de taper l'Iran, par exemple? Il y a le problème palestinien qu'il n'a jamais pu résoudre. En plus, il y a ses rapports avec l'Afrique. On a l'impression qu'il a des rapports, permettez l'expression, incestueux avec l'Afrique. Il s'est éloigné de ce continent au cours de son premier mandat parce qu'il avait peur qu'on le taxe de pro-africain, plus pro-africain que pro-américain. J'espère quand même que pour lui, ce deuxième mandat sera un retour peut-être aux sources. Vous avez parlé de l'Afrique lors de sa visite au Ghana. Adam, il a parlé de la prime à la démocratie et à la bonne gouvernance. On a vu des pays comme le Ghana, Cap-Vert, mais qui n'ont jamais bénéficié de ces primes de la démocratie et la bonne gouvernance, par exemple. Je crois que si tous les pays qui ont été élus pour bénéficier du Millennium Challenge Account, qui est un programme de son prédécesseur Bush, on continuait. C'est-à-dire Obama avait la possibilité de remettre en cause ces programmes-là. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas remis en cause le programme SIDA. Et donc, qui sont de très bons programmes pour l'Afrique, il les a continués. Moi, je crois que Obama sera le dernier Obama, parce que là-bas, il n'y a aucune chance. Il y a aucune chance qu'il fasse un déverrouillage de la Constitution. Il va être encore plus ferme sur la gouvernance en Afrique, parce que, rappelez-vous,
Voyez-vous, on n'a jamais entendu un président américain comme Obama être aussi intransigeant sur la gouvernance, c'est la gouvernance africaine. Il a désavoué Laurent Gbagbo, vous vous souvenez, Ben Ali, il a accompagné le mouvement, enfin les printemps arabes, il a été extrêmement, à mon avis, avec la démocratie africaine. Mais ce que je veux dire, c'est on attend de Obama trois choses quand même, deux qu'il avait promises, même trois. En fait, c'était Israël-Palestine. Ce problème n'est pas résolu. Et puis, il y a l'affaire des accords de Kyoto, donc qu'il n'a pas réglé. Et puis, on attend quand même que les États-Unis paraphent le document de la Cour pénale internationale, parce que c'est pas normal. Est-ce qu'il aura les coups de franche, puisque le Congrès, c'est toujours les républicains, il a tendu la main, mais c'est toujours des rebuffades. Est-ce qu'il peut avoir les coups de franche pour mener à bien sa politique? Oui, on a vu quand même que le Congrès n'est pas un obstacle forcément. On a vu comment il a fait passer en force le Obamacare. On a vu comment Clinton, chaque fois, a su contourner le Congrès, chaque fois que il savait qu'une loi ne pouvait pas passer. Donc je pense qu'il y a toujours d'autres soupapes pour contourner ces obstacles-là, mais par rapport à Adam, je pense que Obama est plus proche des positions palestiniennes. Il l'a toujours démontré. C'est vrai, il avait besoin du lobby juif pour passer. Il était assez timoré, mais je pense qu'on va plus le sentir. On le verra, parce que le premier mandat est toujours difficile. Il marchait sur des œufs. Maintenant qu'il a un deuxième et dernier mandat, peut-être qu'il va accélérer les choses. Mais moi, je suis quand même un peu un déçu d'Obama sur le plan de ses relations avec le continent africain. On n'attendait pas des miracles de lui, mais on n'a vraiment pas eu l'impression. J'ai préféré Bill Clinton à Obama avec ses relations. On va tenter d'avoir un regard croisé par rapport à ce qui se passe en Chine avec le congrès du PCC. Voilà ce reportage sur le congrès du Parti communiste chinois. Applaudissements polis et nourris pour celui qui a passé 10 ans à la tête du pays. 10 années de présidence et une réussite. Hu Jintao a fait de la Chine la deuxième puissance mondiale. Un succès qui ne peut masquer et justifier la corruption qui gangrène le Parti communiste chinois. Dans son dernier discours, Hu Jintao tire l'alarme. En combattant la corruption et en construisant un gouvernement honnête et propre, nous donnerons la position claire au parti et au peuple qui méritent toute notre attention. Si nous ne parvenons pas à mettre un terme à la corruption, cela pourrait être fatal pour le parti et pourrait même causer son effondrement et celui de l'État. Une mise en garde à l'attention des 2000 délégués qui fait figure d'injonction à son successeur désigné, Xi Jinping. Car une ombre plane sur ce 18e congrès, celle de Bo Xilai, pressentie pour succéder à Hu Jintao, mais l'étoile montante du parti accusé de corruption est aujourd'hui au secret et exclue des instances communistes. Un scandale pour un parti communiste qui se plaît tant à donner une image aussi disciplinée qu'organisée, qui déteste faire parler de lui et la contestation, telle cette femme qui veut attirer l'attention devant le palais du peuple et qui sera rapidement évacuée. Alexis Calambri, le mode de succession, il est certes pas démocratique, mais c'est pas personnel comme en Corée du Nord. C'est-à-dire c'est pas de père en fils. Non, il est démocratique. C'est quand même disons moins démocratique par rapport aux États-Unis. Moi, j'aime bien. Je trouve même plus civilisé. Non, moi j'aime bien. C'est soft, c'est une élection à un tour. J'aime bien. C'est un homme de gauche, ça c'est connu. Il travaille dans un journal de gauche, c'est connu également. Mais si vous voyez le congrès, ce qui a frappé, il y avait une grande photo de qui? De Mao, Uncle Mao. Donc ne me dites pas que c'est démocratique. C'était une élection à un tour avec un seul candidat, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça la Chine nouvelle.
qui affiche les affiches les posters de Mao, mais qui travaille, à mon avis, à rester l'une des plus grandes dictatures au monde. Parce que la Chine qui a remplacé le livre rouge par les bons de commande. Maître Konaté, vous pensez la même chose? Est-ce qu'il est moins important le mode de succession par rapport aux résultats engrangés par le pays? Oui, le résultat. Je ne suis pas aussi capable d'en parler qu'Alexis. Je sens qu'il va faire un éditorial là-dessus, sur la Chine et puis sur le mode de désignation des dirigeants chinois. Mais visiblement, ce mode de désignation n'en a plus pour longtemps. Là, bien sûr. Il est vraiment en train de se ruiner. Mais bien sûr. Si, c'est dit que le danger. Alexis, vous allez répondre. Maître va juste terminer. On est à la fin de l'émission. Je dis ce mode de désignation des dirigeants, il n'y en a plus pour longtemps. Pour la simple raison qu'il y a 6-7 mois, moins d'un an, on savait que celui qui devait remplacer n'est plus celui-là aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine, à la limite, se donne un droit de critique qui commence à aller progressivement au-delà du parti. Les questions de corruption, les questions de comportement, le mental des dirigeants permet aujourd'hui de les recaler. Donc ce n'est pas gagné d'avance. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de plus de démocratie que Alexis. Alexis, en 30 secondes. Oui, ce que je veux dire, c'est dire, tu as bien fait de dire, mettons en parallèle. Mais ce qu'on ne met pas en parallèle, c'est le niveau d'éducation. La Chine, quand même, reste un pays en voie de développement, en tout cas ils revendiquent ça, mais l'autre aspect, tous les Chinois ne sont pas encore éduqués, il y a beaucoup qui n'ont pas été à l'école, donc vraiment je pense que c'est une démocratie à l'aune du pays et populaire. Démocratie. Il y avait quand même, juste une seconde, ils ont quand même fait beaucoup de progrès. Avant, il fallait envoyer 11 candidats et puis ils en choisissaient 10. Oui. Non, avant, ils envoyaient 10 et il fallait choisir 10. Et maintenant, ils envoient 11 et tu choisis 10. Donc, il y a quand même une expression à l'époque, on disait un score à la soviétique. D'accord. Il n'y avait pas de démocratie. Voilà, à la soviétique. C'est un score à la chinoise. À la soviétique ou à la nord-coréenne, puisque ce qui est sûr, la Chine, c'est plus démocratique que la Corée du Nord où la succession, c'est de père en fils. Ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions pour vous Adam Thiam du journal Le Républicain, Alexis Calambri du journal Les Échos, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, Serge Daniel, journaliste, écrivain. Mais avant de se quitter, pensez à notre confrère El Khoury, directeur de publication du journal Anoura de Tombouctou, qui est en deuil, qui a perdu son fils. El Khoury qui a l'habitude d'être sur ce plateau. Toutes nos condoléances. À dimanche prochain pour un autre numéro du débat du dimanche.